Les députés à l'Assemblée nationale se préparent pour l'ouverture mardi de la deuxième session ordinaire de l'année. Une session à laquelle prendront également part leurs collègues de Parlement frères de la sous-région. Et parmi eux, ceux de l'Assemblée nationale gabonaise arrivés ce dimanche à Lomé. Les espaces publics seront à l'honneur lors de la célébration demain de la Journée mondiale de l'habitat. Une occasion pour le ministre CCNU de lancer un appel à la sauvegarde de nos différents lieux publics, véritable patrimoine culturel et atout majeur pour l'habitabilité et l'économie du pays. Et puis c'est l'espace Blue Zone de Kakaveli à Lomé qui a abrité l'enregistrement de l'émission Couleurs tropicales de Plébiscite sur RFI. Une émission qui souffle sa 20e bougie cette année et qui a permis de faire découvrir une fois encore les artistes togolais. C'était les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Mardi prochain s'ouvre au siège du Parlement à Lomé la deuxième session ordinaire de l'année pour les députés à l'Assemblée nationale togolaise. Et à cette session seront également présents des parlementaires de pays de la sous-région. Une sorte de tradition pour resserrer le partenariat interparlementaire. Et déjà ce dimanche, c'est une délégation de députés gabonais qui est arrivée à Lomé, conduite par le président de l'Assemblée nationale de ce pays et accueillie par son homologue togolais. Le compte rendu avec Pierre Soussoupo. Chaleureuse accolade, puis quelques poignées de main avant d'être introduit au salon d'honneur de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. Dama Dramani, président de l'Assemblée nationale togolaise, a souhaité la bienvenue à son homologue gabonais venu assister à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2015. Un bref tête-à-tête, puis les premiers mots d'un autre qui, au-delà de cette visite, y voit beaucoup plus la consolidation des liens d'amitié et de fraternité entre les peuples togolais et gabonais. Ma venue ici, c'est une nouvelle fois la rencontre du peuple gabonais avec le peuple frère du Togo. Et cela, le président Dramani, l'auteur, je ne peux que m'en féliciter et le remercier. Si vous venez au Gabon, il y a dans ma ville natale d'abord une communauté togolaise assez importante. Au Gabon, à Libreville, vous avez des Togolais qui sont installés depuis des lustres. Donc, quand nous nous retrouvons comme ça, c'est une illustration de la parfaite harmonie qui existe entre nos deux peuples. Donc quand les responsables se rencontrent, c'est pour lever les incompréhensions, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de barrière entre nous. Et quand il n'y a pas de barrière entre les dirigeants, ma foi, entre les peuples, cela marche encore nettement mieux. De l'aéroport international Gnassingbé Eyadema, direction Hôtel Pambiche, où les invités ont eu l'honneur d'être installés par le président de l'Assemblée nationale togolaise. Celui-ci leur a souhaité de bien se sentir au Togo avant de prendre congé d'eux. La deuxième session ordinaire 2015, qui s'ouvrira ce mardi conformément à l'article 55 de la Constitution, sera prioritairement consacrée à l'étude et au vote du budget. Depuis lundi, les écoles du Togo ont ouvert leurs portes aux élèves. 9 mois d'apprentissage durant lesquels les élèves auront besoin des répétiteurs. Et conscients de leur rôle dans l'éducation, ceux-ci s'organisent. Ils étaient en formation cette semaine à Lomé. Emmanuel Adiaklo, Antoinette Roumao, va voir. Ils sont au total 150 enseignants répétiteurs recrutés par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE à être formés sur la méthodologie et la pédagogie de répétition. Le projet est né il y a 3 ans et vise à mettre à la disposition des familles des enseignants répétiteurs qualifiés. À partir de l'agence MSTIC, ces enseignants vont être déployés sur le terrain. Ils auront à suivre les élèves du primaire au lycée en leur offrant également une assistance psychologique gratuite. Nous avions remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à cette activité qu'est les cours de répétition. Et donc nous voudrons mettre en place
une agence de façon ou professionnaliser cette activité pour que cela soit beaucoup plus rationalisé. Il y aura un suivi périodique des prestations offertes par ces enseignants répétiteurs avec une observation des performances des élèves en vue d'obtenir de bons rendements scolaires. Première semaine de la rentrée, déjà premier contact avec les élèves pour les répétiteurs. Vous allez le voir, être répétiteur requiert un certain nombre d'aptitudes. Et puis, à chaque type d'élève, un répétiteur spécifique. Une véritable prouesse psychologique que réalise l'agence MSTIC Répétition. Le rôle du répétiteur, c'est le premier dossier de cette édition. Il est signé Pierre Soussoupo. Chaque soir, après la classe, Yanis passera 2 à 3 heures de temps avec ses cahiers autour de cette table. 2 sur 5 jours, il les passera avec son répétiteur, programme conçu. Et l'enseignant répétiteur, le voici. Première semaine de la rentrée, premier contact et toutes les dispositions pédagogiques sont mises en branle. Et maintenant la rentrée, lors des séances que nous aurons à faire avec l'enfant, banalement des séances professionnelles, donc nous reprenons les exercices qui sont donnés à l'école. Edem est membre du réseau des répétiteurs MSTIC. Il a été déployé sur le terrain à partir de ce bureau. Rosaline est responsable chargée des contrats. La signature de contrat se fait comme suit. Les parents nous font appel et nous passons chez eux dans leur maison. On discute avec le parent et on voit aussi les difficultés des apprenants, le niveau de l'apprenant. Et on signe le contrat. Après la signature du contrat, nous revenons à l'agence et on va dans la base. Et nous prenons aussi le répétiteur par rapport au quartier de résidence. Dans la salle attenante, toute une équipe rompue à la tâche. Une partie du staff du réseau que nous avons rencontré. Akpedje, par exemple, est psychologue de l'éducation. Son rôle reste déterminant dans le fonctionnement du groupe. Nous intervenons dans les maisons, dans le choix des matières. Non seulement dans le choix des matières, nous détectons le type d'enfant auquel le répétiteur fera face. Et chaque fois que le répétiteur est déployé sur le terrain, s'ensuit la mission de suivi et évaluation. Stratégie bien appréciée par beaucoup de parents. Ils viennent, ils suivent le programme. Déjà, ils regardent le devoir de l'enfant. Et ils font le devoir et ensuite, ils font un supplément de travail ensemble. Et derrière, moi, je revérifie le travail des enfants. En dehors du fait que les enfants vont à l'école, pour nous, on trouve que c'est important d'avoir un répétiteur à la maison. Parce qu'en tant que parent, on n'a pas vraiment tout le temps de surveiller ou de suivre. On fait l'effort de toujours regarder, mais on trouve que c'est bien de répéter les cours et d'approfondir les choses. Actuellement, plus de 600 répétiteurs, dont des enseignants et des étudiants, font partie de ce réseau. Les résultats des derniers examens ont affiché 100% de réussite au primaire et au collège, 80% au baccalauréat. Et outre l'aide des répétiteurs, les parents aussi ont leur rôle à jouer dans le succès de leurs enfants. Pour les éducateurs, les parents devraient être leurs partenaires, voire leur relais à la maison dans le suivi du cursus scolaire de l'élève. En ce début de rentrée scolaire, certains parents prennent déjà leur rôle au sérieux. Adolphe Paca en a rencontré dès la sortie du premier jour de classe. Regardez. Wellington Gobina, un parent d'élève, vient à la recherche de son fils Obed en classe de C1. Ce sera le même train-train dès le premier jour de la rentrée jusqu'à la fin de l'année scolaire. À la maison, maman Obed est aussi attentive à l'éducation de son fils et dès qu'il revient des classes, d'abord le compte rendu des activités du jour avant le repas. Pour ses parents, il est clair, rien ne vaut l'avenir de leur enfant. C'est moi-même qui l'amène à l'école. Je vois rentrer dans la classe et après partir au service. Maintenant, au retour de l'école, lui demander ce qui a été fait. Essayer de répéter cela avec lui pour pouvoir cerner
les difficultés auxquelles il s'est confronté dans la journée. Quand il revient de l'école, moi aussi je fais de même le contrôle de mon côté. Tout d'abord, je vois tout ce qu'il a amené à l'école. Est-ce qu'il les a toujours ramenés? Je vérifie les effets. L'éducation des enfants, une préoccupation permanente pour chaque parent. Et qui dit reprise des classes, dit d'abord fourniture scolaire. Nous sommes leurs parents, nous seulement qui pouvons les encadrer. Donc, je suis venu acheter les fournitures pour eux. Construire la réussite de l'enfant commence certes par là, pour les parents qui sont à l'épicentre de l'éducation, mais leur rôle va encore plus loin vis-à-vis de l'enfant et de l'école. La plupart du temps, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les parents pensent qu'une fois que leurs enfants sont mis à l'école, ils ont payé l'école, ils ont payé les fournitures scolaires, ils pensent que leur rôle est terminé. Donc plutôt, c'est le contraire. Alors, à partir du moment où l'enfant est inscrit chez nous, les parents sont nos premiers partenaires et nous devons travailler ensemble. Il doit s'informer de tout ce qui concerne son enfant, son travail à l'école, son comportement avec les autres. L'enfant qui ne lit pas bien, qui a des problèmes d'yeux, qui a des problèmes d'audition, c'est à l'école quand on voit que l'enfant a des difficultés pour lire. Et c'est un comportement à l'école qu'on peut le détecter, surtout pour les premiers nés qui sont seuls à la maison. Bien connaître son enfant et que surtout ni le répétiteur ni l'enseignant ne remplace le parent dans la vie de l'enfant, selon l'avis des psychologues. Un aspect important, c'est la sécurité de l'enfant, connaître l'enfant et savoir quelles sont les activités qui sont importantes pour l'enfant, pour le développement de l'intelligence de l'enfant. Aider l'enfant à avoir confiance en lui. Et cela passe par la connaissance de l'enfant. Tout ce paquet ajouté aux valeurs civiques et citoyennes dont doit être porteur l'enfant fera de lui un être accompli et équilibré. À défaut, l'enfant qui ne réussit pas, dit-on, est l'échec de ses parents. Mais l'éducation de certains enfants est quasi inexistante pour cause de leur constante mobilité. Des centaines de mineurs traversent chaque année la frontière togolaise vers les pays d'Afrique de l'Ouest. Un phénomène dont se soucie aussi bien le gouvernement togolais que certaines ONG. L'état des lieux à la frontière de Sanvi-Kondi avec Luc Cassi et Antoinette Romao. Va voir. Plus de 1200 enfants âgés de 5 à 17 ans migrent annuellement du Togo vers les pays de la sous-région ouest africaine, selon les statistiques de l'ONG Terre des Hommes. Sanvi-Kondi, frontière Togo-Bénin, constitue l'un des points de transit des enfants en situation de mobilité. Je viens d'Afagnaga, manque de moyens financiers, j'ai dû abandonner mes études. J'étais ici pour trouver un peu d'argent et continuer mon voyage vers le Bénin. Mais Terre des Hommes m'a récupéré à la frontière et m'a inscrite à l'apprentissage. J'avais 2 ans quand j'ai perdu mon papa. Faute de moyens pour nous entretenir, ma maman et moi sommes venus à la frontière à la recherche d'une vie meilleure. Terre des Hommes m'a secouru quand j'étais malade. Elle m'a soignée et inscrite à l'école. Une fois à la douane de Sanvi-Kondi, certains enfants migrants doivent leur salut à quelques bonnes volontés qui arrivent à les repérer, les dissuader et freiner leur ardeur. Nous voyons des enfants effectivement qui passent, qui viennent de nos villages, les Vaux, Yoto, tout ça là, et qui vont vers Bénin ou voire parfois Nigeria. Nous identifions les enfants là, on leur pose des questions concernant leur lieu de départ et aussi quand ils sont accompagnés, nous essayons de voir qui les a accompagnés, c'est un parent ou bien c'est quelqu'un d'autre. On voit tout ça là et on cherche à savoir où est-ce qu'ils vont. En plus des efforts consentis par l'État pour éradiquer ce phénomène, des associations s'évertuent aussi à voler au secours de ces migrants mineurs à l'instar de Terre des Hommes. Cette dernière a installé un bureau d'écoute dans la localité depuis 2014 pour accompagner ses enfants. Quand nous voyons ces enfants, nous travaillons à ce que ceux-là qui sont scolarisés déjà dans leur milieu d'origine puissent retourner et reprendre l'école. Maintenant, ceux qui s'en vont, nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons
les accompagner, être en contact avec les parents dans leur lieu d'origine pour qu'ils retournent là-bas. Pour la rentrée scolaire 2014-2015, Terre des Hommes a pris en charge 163 élèves et plus d'une cinquantaine d'apprentis à Anéro. L'association élabore actuellement un plaidoyer pour l'intégration de la situation des enfants dans la politique nationale de protection des enfants au Togo. À noter également dans l'actualité la fin de cette semaine à Lomé de la rencontre internationale des syndicats de journalistes d'Afrique de l'Ouest. 2 jours de travaux consacrés à l'examen des conditions de travail et de vie des professionnels des médias avec pour objectif d'approfondir les connaissances des journalistes en matière de respect de leurs droits syndicaux et à la liberté d'association. Le point des travaux avec ce reportage de Augustin Kossi et Antoinette Romao. Va voir. Ils ont approfondi leurs connaissances en matière de liberté d'association et des droits syndicaux. Ces responsables des organisations et des fédérations internationales des journalistes de l'Afrique de l'Ouest ont défini les pistes pouvant leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie et de travail à travers la mise en œuvre effective des conventions collectives. Les conventions fixent des minima. Donc il est urgent que les gens puissent aller vers des conventions collectives pour quand même calquer leur niveau de paiement, leur niveau de salaire, leurs avantages, leurs indemnités par rapport au niveau de la vie. C'est vrai que c'est un séminaire régional, mais chaque pays a ses spécificités. Pour Kokou Tozoun, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la liberté d'association et les droits syndicaux incluent en eux des devoirs et de la responsabilité. 2 valeurs qui vont baliser la voie à la convention collective et à une presse épanouie. Il est important que le journaliste sache que le libertinage est une erreur grave. Le libertinage n'est pas la liberté. Et faire un distinguo entre le libertinage et la liberté. Et donc, nous préférons qu'on parle plutôt de droits et devoirs du journaliste ou des droits et devoirs du syndicaliste journaliste. Et à partir de ce moment, en conjuguant ces 2 vertus, parce qu'en fait c'est des vertus, si on conjugue ces 2 vertus, eh bien on peut devenir un journaliste accompli. L'instauration d'une dynamique conventionnelle au sein de la corporation dans la sous-région reste un impératif selon Peter Kwakwa, président de l'Union des journalistes de l'Afrique de l'Ouest. Une nouvelle rencontre internationale est prévue à Lomé dans les 6 mois à venir afin de créer des conditions nécessaires à la défense et à la protection des droits des hommes de médias. Dans la conception et l'exécution des travaux de construction de toute bâtisse, on retrouve une personne, l'architecte. Mais ses actions et son importance sont mal connues du grand public. Et pour y remédier, l'Ordre national des architectes du Togo organise à partir de demain 5 octobre, et ce jusqu'au 10, la semaine de l'architecte. Le programme de ce projet a été dévoilé à la presse cette semaine. Augustin Kossi et Edem Soussoupor nous en disent plus. Au 10 octobre prochain. L'événement est annoncé ici à cette conférence de presse. 5 jours donc de visibilité sur l'esprit de créativité et d'ingéniosité des professionnels de l'architecture au Togo. Exposition d'œuvres architecturales, table ronde et conférences débats vont renseigner davantage sur l'acte de bâtir. Au centre de la construction, il devrait y avoir un architecte et donc rappeler en fait à tous à quoi nous servons, ce à quoi nous sommes utiles et dire qu'il vous appartient de profiter des compétences qu'il y a dans notre pays en matière de construction et d'aménagement du cadre bâti. Donc, le programme de cette semaine comportera des tables rondes, notamment sur la commande publique avec un certain nombre d'intervenants au niveau de l'État. Nous allons avoir une table ronde également sur les différents métiers connexes de la construction avec tous les intervenants. Une semaine de l'architecture au Togo. Une semaine événement pour ces artistes, double événement, voire triple pour ces professionnels. Les 25 ans de l'Ordre national des architectes et la Journée mondiale de l'habitat. De quoi faire suffisamment connaître ces techniciens d'édifices, d'espace et leur rôle dans la société.
Et donner plus de visibilité aux espaces publics. Et tel sera l'objectif de la Journée mondiale de l'habitat cette semaine, célébrée donc chaque année le premier lundi du mois d'octobre. Demain donc. Et à la veille de cette célébration, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a dans un message mis l'accent sur l'importance d'améliorer l'état des villes et villages et surtout garantir le droit fondamental de tous à un logement décent. L'essentiel de ce message avec Dodo Waré et Esther Laclue. La Journée mondiale de l'habitat offre cette année plus de visibilité aux espaces publics. Le terme désigne un espace physique regroupant les lieux qui appartiennent au domaine public et qui sont librement et gratuitement accessibles à la population. Ces lieux constituent, pour la population, des lieux de circulation, de rassemblement, de repos, d'agrément, etc. Le but de cette journée mondiale de l'habitat est de réfléchir sur l'état des villes et villages et sur le droit fondamental de tous à un logement décent, bref, à un meilleur cadre de vie. Il est donc question d'attirer l'attention de la communauté internationale sur sa responsabilité collective. En choisissant cette année comme thème, espace public pour tous, la communauté internationale a voulu mettre l'accent sur le caractère d'intérêt commun de ces espaces. Cela signifie que leur entretien incombe à tous et qu'aucun individu ne doit en souffrir d'accès, quelle que soit son appartenance politique, sociale ou culturelle et quel que soit son genre. Des rues et des espaces publics bien conçus et bien entretenus sont un atout majeur pour l'habitabilité et l'économie d'une ville. Les objectifs de développement durable mettent en évidence l'importance de ces espaces publics à travers la cible 7 de l'objectif 11 qui vise d'ici à 2030 l'accès de tous, en particulier les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap, à des espaces verts et des espaces publics sûrs. Le gouvernement togolais, pour sa part, a pris des dispositions pour atteindre ces objectifs. Entre autres, l'élaboration d'un nouveau code foncier, le projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques PURIS, le projet d'aménagement urbain du Togo porte, le projet d'aménagement lagulaire de Lomé-Pazol et le projet de révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé. Les manifestations commémoratives de cette journée se dérouleront les 20, 21 et 22 octobre 2015 à Tchéviers. Et parlant urbanisme, à présent, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP, est en guerre contre l'insalubrité dans la ville de Lomé. Et sa première cible est le canal qui relie les deux lagunes est et ouest de la capitale. Les travaux d'opérationnalisation ont démarré il y a quelques jours. Le point des travaux avec Dandouma Ali et Adolphe Paquin. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP, en plein travaux dans la ville de Lomé. Dans la droite ligne de sa mission, celle de lutter contre l'insalubrité en milieu public et urbain, elle s'attaque ici au curage du canal qui relie les deux lagunes est et ouest de Lomé. Ce canal qui constitue un véritable casse-tête en matière d'assainissement avec ses eaux polluées et nauséabondes. L'objectif de ANASAP est de restituer ce patrimoine dans son rôle, celui de canal d'équilibre. Curer le canal pour lui rendre son état initial, c'est-à-dire lier les deux lacs, faire en sorte que l'eau coule librement entre les deux lacs, de manière à freiner les inondations en temps de pluie. Curage des déchets et dragage systématique des eaux pour relier les deux lagunes distantes de 4 km environ. Les techniciens ont à gérer les canalisations illicites, les plantes aquatiques flottantes et surtout les déchets plastiques omniprésents. Il s'agit de construire des caissons et de pomper les eaux de ces caissons-là, d'assécher le fond de ces caissons et de mettre les engins qui s'occupent de l'enlèvement des boues de cette caisson-là.
Le but est d'offrir un cadre de vie attrayant, sain et propre, selon les attentes du gouvernement qui suit de près ces travaux. Le travail marche bien. Et au niveau du marché, le Togo, et jusqu'à ici, quand nous voyons l'état brut de ce canal, et nous voyons le travail que ANASAP a abattu, nous avons l'espoir que désormais, ce lieu sera propre, sain pour la population togolaise. Hormis les agents d'ANASAP, la main-d'œuvre est constituée essentiellement des riverains, en l'occurrence des pêcheurs habitués de ces eaux. Le collectif des associations pour le développement et la réconciliation en abrégé cadre poursuit ses actions de développement et socio-économique. C'est la semaine dernière, les responsables du collectif étaient à Baie et à Vepozo, où ils ont rencontré les populations de ces localités. Il était question de les amener à tirer davantage profit des produits de la finance inclusive mise en place par l'État. Le compte rendu avec Sonia Aminiko. L'État togolais, dans sa politique de lutte contre la pauvreté et la réduction du chômage, a mis en place plusieurs programmes, parmi lesquels l'AJCF, l'accès des jeunes aux services financiers, l'AGRICEF, l'accès des agriculteurs aux services financiers, tous deux produits du Fonds national de la finance inclusive FNFI. Malgré les sensibilisations, bon nombre de personnes ne profitent pas de ces opportunités qui leur sont offertes. Raison de cette rencontre initiée par le collectif des associations pour le développement et la réconciliation cadre avec les populations de Baie et d'Avepozo. Ceci afin de les sensibiliser davantage à en tirer profit. Le combat du cadre n'est pas un combat, je veux dire, politique. Nous sommes d'abord sur le social. C'est un combat social qui nous amène ici et nous accompagnons dans ce qu'on dirait le volet social que le chef de l'État a annoncé, c'est-à-dire comment lutter contre la pauvreté dans ce pays, comment prévenir les jeunes, les fils et filles de ce pays. Et pour ce faire, le collectif a signé des partenariats avec des institutions financières de la place afin de leur faciliter l'accès. Le collectif des associations pour le développement et la réconciliation est une plateforme qui œuvre pour la non-violence, la paix et le développement socio-économique des populations. Pour clôturer en toute beauté la fête du mouton ou la fête de Tabaski, la communauté musulmane du Togo s'est retrouvée hier donc sur le terrain de Foreva à Lomé. Une fête de retrouvailles qui est à sa 12e édition cette année. Le compte rendu avec Emmanuela Adjaklo et Ramdan Bassina. Cette réjouissance populaire marque ainsi la fin de l'édition 2015 de la fête de la Tabaski. Les communautés musulmanes se sont donc donné rendez-vous ce jour pour partager ces instants de retrouvailles, de partage et de mise en exergue de leurs valeurs culturelles. Au-delà de toute considération, la communauté musulmane du Togo a su démontrer une fois encore son engagement et sa volonté de s'unir avec toutes les autres communautés afin de construire ensemble cet idéal commun, celui de la paix durable. La Tabaski ou la religion islamique dans son ensemble est d'abord une religion de paix. Contrairement à ce que l'on peut penser, l'islam est une religion profondément de paix et de fraternité. Donc, nous avons voulu donc marquer l'occasion cet après-midi en partageant avec nos frères et sœurs, aussi bien de la communauté musulmane que les non-musulmans, autour de cette fête, cette manifestation qui nous permet de nous retrouver. Donc d'abord, saisir l'occasion pour remercier encore une fois les bonnes volontés qui nous permettent chaque année de pouvoir organiser une telle manifestation. Comme vous le voyez là, c'est des manifestations qui exigent énormément de moyens et de mobilisation. Et donc, encore une fois, dire merci à toutes ces bonnes volontés. Cette 12e édition est justement placée sous le signe de la cohésion nationale et de la paix. Une paix qui demeure pour les chefs de l'État une priorité, un préalable et une composante du développement.
Rendez-vous l'année prochaine pour une spéciale fête de la Tabaski, appelée à rassembler davantage et à servir de courroie pour la préservation, le renforcement du climat de paix, de sécurité, de fraternité et de solidarité entre les différentes communautés au Togo. Et je vous le disais en titre, Couleur tropicale, l'émission sur RFI fête ses 20 ans cette année. Et pour marquer l'anniversaire de ces 2 décennies de show musical, Claudie Siard, l'animateur vedette, et son équipe se rendent dans une dizaine de villes d'Afrique et d'Haïti à la rencontre des artistes et du public. Hier samedi à Blue Zone, à Kakaveli, à Lomé, c'était l'étape du Togo avec une soirée spéciale et c'était en présence également du ministre en charge de la culture, Guy Madjé Lorenzo. Les temps forts de cette soirée avec Samuel Degbe et Rachel Aoko. Attention, avec qui je parle. C'est une première pour la plupart de ses fans. Se retrouver face à face avec cet animateur de la radio du monde, cela n'arrive pas tous les jours. Claudie Siard, avec toute son équipe, honore une fois encore le Togo. Pour cette émission spéciale 20 ans de couleur tropicale, une vingtaine d'artistes togolais sont venus prester, se faire connaître et apprécier des millions d'auditeurs de RFI. Un enregistrement en live avec leurs stars préférées, le public n'en demandait pas mieux. C'est un événement inédit, c'est très bien pour nous, ça me procure de la joie. On est à des millions de kilomètres de RFI, on ne sait pas comment c'est organisé. Maintenant, on sait comment se produit l'émission. Je crois que c'est franchement très cool. Ça m'a permis de découvrir certains artistes que je ne connaissais pas. Et vraiment, on est vraiment fiers. De 1995 à aujourd'hui, ils sont nombreux ces artistes togolais à avoir bénéficié de la promotion de Claudie Siard à travers l'émission Couleur tropicale. Et leur succès est remarquable. On est tous passés par là. Et c'est comme on est encore dans l'émission, encore avec Claudie, on l'accompagne dans son émission-là. Mais cette émission, pour moi, c'est une émission très importante parce que ça nous a vraiment poussé. Chaque fois quand on dit Couleur tropicale, tout le monde est là, on était là, attentif, on veut écouter. Des fois, on se dit, est-ce qu'aujourd'hui va passer l'une de mes chansons ou pas? Couleur tropicale, j'aimerais leur dire bon vent et surtout leur dire d'avancer parce qu'on est là et on va le faire ensemble. Le Togo se réjouit de cette occasion inédite qui permet au monde entier de se faire une idée des efforts visant à rehausser la musique togolaise. Nous allons renforcer le Butodra, l'organisme qui est rattaché au point de notre ministère, pour que cet organisme-là voit avec les professionnels faire de la sensibilisation dans les bars, les boîtes de nuit, même les radios, la télé qui passent des musiques, les œuvres de nos artistes, mais de payer, comme ça se fait dans tous les pays, les droits concernant ces passages et ensuite de pouvoir les retrocéder aux artistes pour qu'ils puissent vivre de leur métier. Le chef de l'État nous a demandé d'accélérer sur le projet de loi concernant le statut des artistes. Nous avons revu ce projet avec l'ensemble des organisations de tous les artistes, enfin de la culture. Et nous avons fait un travail qui sera présenté dans un avenir très proche au gouvernement. Donner du poids aux musiques africaines est devenu une raison de vivre pour Claudie Siard qui pendant plus de 5 heures a assuré comme d'habitude. L'homme avait déjà en tête la biographie de tous les artistes présents. Il y a eu à un moment donné des instants d'émotion mais vraiment intenses avec les artistes, avec le public et pour moi d'être là à Lomé pour cette étape du Toi-même tu sais tout pour la tournée, voilà, c'était vraiment l'une des capitales que l'on souhaitait visiter pour dire merci pour tout ce que vous nous avez donné, vous, la presse, les médias, les artistes et surtout, avant tout, les auditeurs, les téléspectateurs, les mélomanes. Merci. L'enregistrement de ce jour sera diffusé dans 2 semaines sur la radio du monde. Littérature à présent avec le premier chef-d'œuvre de l'homme politique et amoureux des belles lettres, Latevi Achor Elliott Lawson,
qui vient de paraître. Il est intitulé « Pour une Afrique plus forte face aux enjeux de la mondialisation ». Augustin Kossi et Edem Susupo nous font découvrir ce tout nouveau bébé littéraire. Lorsqu'on jette un regard rétrospectif sur l'Afrique, des indépendances à nos jours, des générations et des institutions se sont succédées. Des moments qui méritent d'être élucidés en mettant en lumière leurs forces et faiblesses. Et face aux enjeux internationaux, Latevia Chon-Elliott Lawson, le diplomate togolais, est détenteur d'un message pour une Afrique plus forte. Son tout premier bébé littéraire. L'auteur jette un regard critique sur l'évolution de l'Afrique, le rôle de ses institutions et propose la voie pour son affirmation. Cet ouvrage vient à point nommé pour montrer l'intérêt que les intellectuels ont à étudier les questions et à apporter des solutions, notamment en ce qui concerne l'Afrique. Sa position aujourd'hui à la traîne par rapport aux autres continents dans le cadre de la mondialisation nécessite qu'il y ait une analyse et c'est ce que M. Lawson a essayé de faire. Plus qu'un cri de cœur pour une Afrique plus forte, paru aux éditions Graines de Pensée, c'est un appel à une prise de conscience. Ce n'est pas tant une critique que l'expression de l'espoir que les acteurs politiques, les décideurs politiques, mais aussi les secteurs privés, les patrons comme ils les appellent dans le secteur privé, prendront conscience de ce que l'Afrique doit se relever. C'est un combat quotidien et l'Afrique ne devrait pas se mettre ou se tenir en dehors de ce combat-là. Elle doit mieux s'organiser, mieux être gérée, plus démocratique et plus déterminée face à ses partenaires étrangers. Passionné des belles lettres et féru des sciences politiques, Latevia Chon-Elliott tire profit de ses expériences diplomatiques pour forger une identité africaine plus forte. Son premier ouvrage littéraire de 378 pages reste bien entendu une prise de conscience du passé pour bien construire le présent et mieux entrevoir le futur. Et c'est sur cette ouverture sur le futur que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Tové Digbe dans le Cloto et d'Abomey Calavi au Bénin. Au revoir.